Ce que Donald Trump appelle, c'est un sursaut européen. Et derrière des termes aussi violents que effacement civilisationnel, il y a la volonté d'ouvrir les yeux à certains leaders européens, voire à certaines populations européennes, populations auxquelles on a nié la réalité depuis des décennies, parce que cet effacement civilisationnel, comme on dit, il est le résultat d'une immigration massive incontrôlée. Immigration qui aujourd'hui est devenue de nature à changer la culture et l'âme même de ces peuples européens. En clair, quand Donald Trump vient en France, quand il vient à Londres, quand il voyage en Europe et qu'il regarde autour de lui, il n'a plus l'impression d'être en Europe. Si l'on dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais au contraire qu'elle est néfaste, on peut se faire poursuivre pour discours de haine, ce qui peut vous amener en prison. Les Américains ont raison de mettre en avant certaines dérives européennes sur la liberté d'expression, sur également la façon de gérer la situation migratoire, parce que c'est une vraie menace à la survie, à moyen et à long terme, de la civilisation européenne. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour Henri Michel. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Merci de votre invitation. Alors, nous allons revenir sur la politique menée par Donald Trump aux États-Unis et dans le reste du monde. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux États-Unis, notamment le dernier Cover Up, Le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Alors pour commencer, j'aimerais connaître votre point de vue en tant que franco-américain justement sur la situation, l'atmosphère qui règne aux États-Unis en ce moment. Écoutez, l'atmosphère elle est un petit peu tendue, je vais dire, parce que le sujet principal sur le plan de la politique intérieure aux États-Unis, c'est la politique migratoire du président Donald Trump. Et cette politique, elle tient en deux axes, en deux points. Le premier, c'était de fermer la frontière. Bon, ça a été effectué, d'ailleurs de manière assez spectaculaire. Frontière sud du sud des Frontière États-Unis. sud principalement. La frontière canadienne aussi au passage, mais les entrées clandestines aux États-Unis venaient quand même beaucoup plus du sud que du nord. Mais le président Trump a réussi à physiquement faire qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de passage à travers ces frontières. Je rappelle quand même, du temps de la présidence Biden, il y avait entre 5 et 10 000 franchissements de frontières tous les jours. Il y a eu des journées records, c'était en décembre 2023, je crois, à 12 ou 13 000 passages sur la frontière sud en 24 heures. Aujourd'hui, vous êtes à 0 ou quelques unités. Et en même temps, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de départs. Parce que justement, l'autre pilier de cette politique contre l'immigration clandestine consiste à expulser les clandestins présents, surtout et d'abord s'ils ont commis des crimes aux États-Unis. Et ils sont très nombreux dans ce cas. Et au cours de l'année écoulée, il y a eu plus de 600 000 expulsions mises en place par les services de l'immigration, le fameux service ICE, Immigration and Customs Enforcement, donc application de la loi sur les frontières et les migrations. Et aujourd'hui, on constate que du côté des démocrates, cette politique n'allant pas dans leur propre ligne idéologique, qui est pour une abolition des frontières, et le fait que n'importe quel individu sur le territoire américain, qu'il soit clandestin ou pas, que sa présence soit légale ou pas, a les mêmes droits que n'importe quel autre Américain, bien on constate que dans un certain nombre de villes, des manifestations se génèrent pour empêcher les agents des services de l'immigration d'appréhender les clandestins et de les expulser. Et ces manifestations, qui sont parfaitement légitimes au départ, malheureusement dégénèrent parfois dans des affrontements violents. Et tout récemment, on a eu le cas d'une femme, une manifestante, qui a été tuée par un agent des services de la frontière parce qu'elle a essayé de le renverser avec sa voiture et que lui a tiré sur elle et sur le véhicule en état de légitime défense. Et cette femme de 37 ans qui s'appelle Ronnie Good, à Minneapolis, je crois. À Minneapolis, voilà. Minneapolis, c'est pas la capitale, mais c'est la première ville de l'État du Minnesota, qui est un État du Midwest et de la frontière canadienne, très à gauche,
avec une administration démocrate extrêmement libérale, connue justement pour son opposition à certaines politiques, dont la politique de l'immigration. Le gouverneur du Minnesota, c'est M. Tim Walz, qui avait été le candidat vice-président de Kamala Harris, qui est empêtré dans des scandales sur lesquels on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais néanmoins, on est sur un État dont un certain nombre de citoyens sont ouvertement opposés à la politique fédérale. Le problème dans ce cas particulier, c'est que la loi, le droit est avec le gouvernement fédéral. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le droit est avec l'administration Trump. C'est-à-dire que de par la Constitution, c'est le président qui est responsable de la sécurité des frontières et qui décide de la politique d'immigration. Et les agents fédéraux, au nom de cette politique d'immigration, ont le droit d'intervenir à l'intérieur des États. Et les États n'ont pas le droit de s'opposer à l'application de la loi fédérale par les agents du gouvernement fédéral. Et c'est exactement ce qu'on constate. On n'a pas une opposition par les agents de l'État. Vous n'avez pas eu des policiers qui se sont mis face à face à des agents de l'ICE, mais vous avez des civils, des manifestants qui viennent manifestement entraînés, préparés, avec un code de conduite pour faire de la provocation et parvenir au type de bavures qui feront que le soir aux informations, tout le monde parlera de cette femme de 37 ans et tout le monde sera, amené à vouloir rejeter ou critiquer ou être irrité par la politique migratoire du président Trump, puisque celle-ci a pour résultat la perte de vie humaine de la part de citoyens américains. Alors même que la raison première de l'expulsion de ces clandestins criminels, c'est que, un, ils sont présents sur le territoire de manière illégale, ça c'est une chose, mais deux, ils ont très souvent commis un crime eux-mêmes sur le territoire fédéral. Et à partir de là, il n'y a aucune raison de ne pas protéger les populations américaines contre eux. On a eu récemment des cas très connus qui ont été mis en avant par la presse. Le cas de Madame Lincoln Riley, je ne sais pas si ça parle à vos lecteurs, mais c'était une jeune femme qui a été violée et tuée par un migrant clandestin qui venait du Venezuela ou du Honduras, je ne sais plus. Mais si ce personnage n'avait pas été autorisé à rentrer sur le territoire des États-Unis, cette jeune femme serait encore en vie aujourd'hui. Or, elle ne l'est plus. Donc, on a malheureusement, du fait de l'immigration clandestine aux États-Unis, une criminalité qui à un moment est devenue telle qu'il fallait faire quelque chose. Le président Donald Trump a une politique pour favoriser l'immigration légale, et je dirais même une forme d'immigration choisie, parce qu'il y a, dans le cadre de la population active des États-Unis, parfois certains besoins très techniques pour des gens avec des formations particulières, que l'on ne trouve pas nécessairement sur le sol américain. Donc Donald Trump n'est pas contre l'immigration, il est simplement contre le fait de laisser venir n'importe qui, n'importe quand, et surtout de laisser des gouvernements de pays proches des États-Unis, et pas forcément amicaux avec les États-Unis, ouvrir leurs prisons, libérer les membres de gangs pour les conduire jusqu'à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et les laisser aller semer la terreur et le chaos aux États-Unis. Ça, il n'est pas pour. Donc, il mène une politique migratoire musclée. D'ailleurs, en général, le mot musclé s'applique très bien à la façon dont Donald Trump gère, je dirais, son administration. Mais cela met en avant la fracture entre une société, je dirais, favorable à l'approche qui est celle de Donald Trump, qui est une approche faite de bon sens, de protection pour les droits des Américains et de sanctions pour ceux qui violent la Constitution et les règles des États-Unis. Et puis en face, une frange très radicale du Parti démocrate, qui elle est extrêmement progressiste et qui va s'opposer, y compris par la violence et par la provocation, à cette politique. C'est elle qui est en tort. Parce que le droit, il est du côté de l'administration. Donald Trump applique la Constitution et les électeurs ont mis Donald Trump à la Maison-Blanche en parfaite connaissance de cause de quel était son programme. Il a toujours dit qu'il lutterait contre l'immigration, en fermant la frontière, en expulsant les migrants clandestins. Il est en train de le faire. Les Américains l'ont mis là. Il est le président légitime. Il a la légitimité constitutionnelle et électorale derrière lui. Dans cette histoire, malheureusement, pour moi, il n'y a même pas photo entre qui est dans son droit et qui viole le droit.
Ce qui est navrant, c'est que ceux qui violent le droit le font au nom de la démocratie et de la protection des droits de l'homme, ce qui est totalement absurde. Et est-ce que la criminalité a baissé justement depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'expulsion de beaucoup de migrants clandestins, puisque lui faisait un lien très clair entre justement criminalité, délinquance et ces elle a considérablement baissé à la fois la petite et la grande criminalité. Et là, c'est non seulement la question de l'immigration qui est derrière, mais c'est aussi la question, je dirais, de la gestion d'un certain espace urbain. C'est-à-dire que dans beaucoup de métropoles américaines, le centre-ville, les quartiers centraux sont aux mains de maires démocrates, extrêmement progressistes, parce que les populations qui vivent dans ces espaces centraux sont très souvent des populations assistées par le gouvernement, en très grande majorité. Les populations de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure, eh bien, ils vont en banlieue, là où il y a un petit peu plus d'espace. Ils ne vivent plus même dans les centres-villes. Donc on constate que dans un certain nombre de centres-villes, eh bien, on a malheureusement un appauvrissement général et une approche de la criminalité qui est totalement différente. Une approche de la criminalité qui est beaucoup plus idéologique. À savoir, si une personne commet un crime, c'est pas parce qu'elle est criminelle, mais c'est parce qu'elle a été amenée par l'oppression de la société dominante à commettre ce crime. Quand vous présentez les statistiques de la criminalité aux États-Unis et que vous soulignez la beaucoup plus forte proportion de membres de la communauté noire dans les prisons aux États-Unis, ils ne vous disent pas que c'est la preuve de la criminalité au sein de cette communauté, ils vous disent l'inverse, ils vous disent que c'est la preuve du racisme des Blancs. Si les Noirs sont en prison, c'est parce que les Blancs sont racistes et les Noirs sont victimes d'un système oppressif, raciste, systémique, etc. Donc vous avez dans un certain nombre de villes des États-Unis, Chicago, Minneapolis pour le Minnesota, la capitale même, Washington, D.C., d'autres San Francisco en Californie, Boston d'une certaine façon, Philadelphie également en Pennsylvanie, ou Détroit en Michigan. Pendant pas mal de temps, les personnes élues pour gérer ces localités ont laissé la criminalité filer, notamment la petite criminalité, estimant que, quand il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave, et puis que les auteurs de ces différents crimes avaient une forme de justification à se comporter comme ils le comportaient, et eux n'allaient certainement pas appliquer des sanctions qui étaient imposées par une société raciste. Et ce genre de gestion a eu pour conséquence immédiate une explosion de la petite criminalité, qui parfois d'ailleurs a tué les quartiers commerciaux de ces centres-villes, parce que vous aviez régulièrement des razzias. Des gangs venaient, envahissaient les magasins, se servaient en vêtements et en tout ce qui était à leur portée, repartaient avec sans jamais être inquiétés, ni par les agents de sécurité qui étaient là, ni par qui que ce soit d'autre, tout simplement parce que des ordres locaux avaient été mis en place pour souligner que si un vol était inférieur à une valeur de $1000, eh bien le juge n'allait pas poursuivre l'auteur de ce vol. Donc on avait une sorte de laisser-faire, finalement, de laxisme. Laisser-faire volontaire. Et qui décourageait après, les primes d'assurance de ces magasins, elles ont explosé. 2, les clients ne voulaient plus venir parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à un gang qui arrive, qui bouscule tout sur son passage et se retrouver blessé. Donc Donald Trump, vis-à-vis de cette criminalité-là, a décidé d'agir. Et il a agi notamment là où il le pouvait de manière simple, facile et incontestable, c'était dans le cas de la capitale fédérale. Je rappelle que la ville de Washington aux États-Unis a un statut très particulier. Ce n'est pas un État, c'est ce qu'on appelle un district fédéral. Elle a un maire depuis les années 1970, mais elle reste sous autorité du gouvernement fédéral. C'est un territoire qui a été taillé dans le Maryland et dans la Virginie pour créer la capitale à la naissance des États-Unis vers 1780 et qui a donc un statut à part. Et à partir de là, même s'il y a un maire, l'autorité à Washington D.C., c'est le président des États-Unis. Et donc, ce que Donald Trump a fait l'été dernier, il a déployé des membres de la garde nationale dans certains quartiers de Washington, là où, je dirais, la petite criminalité, la petite délinquance était la plus présente. Et ces gens sont en uniforme, ils sont armés, ils sont autorisés à appréhender n'importe quel criminel, et du jour au lendemain, cette petite criminalité, elle a disparu.
Elle a complètement disparu. Simplement, vous avez soudain des Américains, bon chic, bon teint, qui votent démocrate, qui sortent de leur appartement pour aller prendre le métro et qui croisent une petite patrouille de gens en uniforme, ce qu'ils n'ont jamais vu. Et ils estiment, en voyant ça, que leur pays est occupé par l'armée, et ça les choque, et ils envoient des messages sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc vous avez toute une opposition à la présence de ces patrouilles militaires armées, visibles, et d'autant plus visibles que leur visibilité participe de la dissuasion pour laquelle elles sont destinées. Mais ça déplaît quand même. À l'arrivée, le résultat, il est indéniable. C'est ça qui est toujours, je dirais, rassurant ou effarant selon l'optique que vous avez. Mais quand vous appliquez une certaine politique, les résultats suivent. Donc, vous voulez rétablir l'ordre et lutter contre la petite criminalité dans certains quartiers, il suffit de renforcer la présence des forces de l'ordre. C'est pas très compliqué. Alors, vous parliez du déploiement de la garde nationale à Washington. Alors, Donald Trump a aussi envoyé des membres de la garde nationale dans d'autres villes, notamment Los Angeles, Memphis, Chicago. Ces États... Chicago, finalement, il ne l'a pas fait. Il voulait le faire, mais la Cour suprême, en fait, l'a empêché de le faire. Puisque, et puis après, il a changé d'avis et il n'a pas voulu se heurter. Alors, à Washington, D.C., la capitale... Il peut le faire puisqu'il est finalement... Il est seul maître. Il est seul maître de Washington. Et puis, la finalité était comment dire, non pas de rétablir, mais de rassurer la population vis-à-vis de la petite criminalité. À Los Angeles, lorsqu'il a déployé la garde nationale en juin dernier, c'était pas pour le même motif. C'était pour protéger les agents de la police de l'immigration, la fameuse ICE. Exactement. Vous aviez eu une manifestation qui avait encore une fois dégénéré lorsque des agents de l'immigration étaient intervenus pour appréhender un certain nombre de clandestins. Et ces agents de l'immigration, ils avaient été menacés par les manifestants, jusqu'à d'ailleurs devoir se réfugier. Et à partir de là, si eux n'étaient pas en sécurité, Donald Trump s'est jugé en droit de déployer, contre l'avis du gouverneur, Monsieur Gavin Newsom, la garde nationale à Los Angeles. Et lorsqu'il l'a déployée à Portland, c'était pour le même motif. Et lorsqu'il a voulu la déployer à Chicago, c'était pour le même motif. Et dans ces cas-là, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'il doit passer outre la décision du gouverneur. C'est-à-dire que déployer la garde nationale, c'est une prérogative du président des États-Unis. Mais dans l'histoire, il est plutôt rare que le président impose ce déploiement à un gouverneur qui est contre. C'est plutôt le gouverneur qui fait appel au président pour le déploiement. Exactement. En 1992, il y a eu des émeutes tragiques, extrêmement violentes, qui avaient duré plusieurs jours, qui avaient dégénéré en une forme de mini-guerre civile entre différentes communautés de Los Angeles. C'était pour la mort de Rodney King. Suite à la mort de Rodney King, qui est l'une des premières d'ailleurs info-vidéo qui avait beaucoup influencé tous ceux qui l'avaient vu. C'était au moment du procès des 4 policiers. Ils avaient été acquittés, ce qui d'ailleurs à l'époque était parfaitement légitime, puisque c'est plutôt le fameux Rodney King qui avait mis en danger des dizaines et des dizaines de gens. Il y avait une longue course-poursuite. Avant son arrestation, il était sous l'effet de la cocaïne. Et dans la course-poursuite, avec son véhicule, il a failli tuer une demi-douzaine de personnes. Et quand les agents ont fini par l'appréhender, ils étaient assez excédés, ils l'ont passé à tabac, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et du coup, ça a provoqué toutes les émeutes. Mais une fois qu'on a eu le procès et qu'on a remis en place le déroulé des opérations, les jurés qui étaient présents ont trouvé que tous les officiers avaient des circonstances atténuantes et même parfois une justification. À partir de là, ils ont été acquittés. Et quand ils ont été acquittés, vous avez toute une population qui est sortie dans la rue parce qu'elle a estimé que la justice qu'elle avait déjà, elle, établie pour son propre compte, n'était pas rendue. Et donc, on avait eu des émeutes. Et à ce moment-là, le gouverneur de l'époque avait appelé le président George Bush pour qu'il déploie la garde nationale. Je crois même qu'il y a eu le président Bush à l'époque avait mis en place l'Insurrection Act. Ah oui, peut-être, oui, c'était même allé au-delà, absolument. Invocation de l'acte d'insurrection pour justifier ce déploiement. Ouais. Les seuls cas, alors c'est peut-être pas les seuls, mais de mémoire, les cas où le président a invoqué l'Insurrection Act justement pour déployer la garde nationale, c'est quand il le fait contre la volonté des gouverneurs. Et la dernière fois, c'était pour imposer la discrimination, notamment dans les établissements scolaires, dans certains États du Sud, dont l'Alabama. Donc ça remonte aux années 50-60. Eisenhower et Kennedy. Donc jusqu'à cette époque, déployer la garde nationale était beaucoup plus fréquent
que ce n'a été le cas depuis. Est-ce que Trump pourrait d'ailleurs recourir à cette Insurrection Alors Act? il l'a évoqué. Il l'a évoqué. Pour l'instant, ses conseillers lui recommandent de ne pas le faire, justement parce que cet acte, sans être tombé en désuétude, il n'a pas été beaucoup invoqué récemment. Ce qui signifie d'ailleurs que la période actuelle des États-Unis est plutôt une période calme et qu'en tous les cas, le recours à, je dirais, une imposition de l'ordre par la force militaire n'est beaucoup moins toléré ou fréquent ou nécessaire qu'à une certaine époque. Là, je vous citais à l'instant Kennedy et Eisenhower qui avaient déployé la garde nationale contre l'avis du gouverneur de l'Alabama pour imposer comment on appelle ça? C'est pour permettre à des élèves afro-américains, je crois, de se rendre dans leur école. Voilà. Et le nom en français m'échappe, la déségrégation, pour imposer la déségrégation. Mais quelques années plus tôt, le président Truman avait invoqué l'Insurrection Act et déployé la garde nationale pour intervenir contre une grève. Il y avait une grève au sein de certaines aciéries de mémoire, c'était du côté de Pittsburgh, mais je ne suis pas sûr, en Pennsylvanie, à une époque où l'acier était essentiel au réarmement des États-Unis, et parce que cette grève menaçait la sécurité des États-Unis, Truman avait déployé la garde nationale pour remettre les gens au travail et faire que l'usine puisse à nouveau fonctionner. Je n'imagine pas aujourd'hui le président Trump appeler la garde nationale pour faire fonctionner une usine. Donc malgré tout, on n'est pas tout à fait dans la même Amérique, et les temps ont beaucoup changé, mais lui, il sait qu'il a cet outil à sa disposition, et il serait dans son droit de l'invoquer. Maintenant, ça signifierait qu'il se met en opposition frontale avec les gouverneurs de ces États, voire avec les électeurs de ces États, ce qui n'est pas forcément souhaitable encore aujourd'hui. Vous parliez d'ailleurs de fractures dans la société américaine tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a eu l'assassinat de Charlie Kirk il y a quelques mois, donc ce militant politique conservateur, assassiné pour ses idées. Pour ses idées, par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être en mesure de l'assassiner, et qui d'ailleurs n'a pas été suffisamment condamné par la gauche. Parce que c'est ce genre d'acte complètement intolérable, que certains aujourd'hui tolèrent. Moi, ce que je constate, c'est que la fracture, elle est toujours là. C'est une fracture sociale, intellectuelle, géographique, principalement, idéologique bien sûr, mais elle est liée à tous ces éléments. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une tolérance nouvelle à la violence extrême. La violence politique. Oui, à la violence politique. Là, vous citez Charlie Kirk, c'est une vraie tragédie. 31 ans, père de 2 jeunes enfants. Et au-delà de cela, lui-même, un personnage dont la mission ou la vocation était d'être à l'écoute des autres. C'est quand même formidable. Parce que quand vous avez connu le bonhomme et quand vous avez vu comment il fonctionnait en débattant avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui et en invitant les gens à venir lui poser toutes les questions qu'il voulait. C'était l'homme de dialogue par excellence, et le camp adverse, on va dire, l'a fait taire. Donc c'est doublement parlant. Mais avant cela, il y avait eu en tout début d'année l'assassinat d'un directeur d'entreprise, directeur d'une compagnie d'assurance, tué d'une balle dans le dos par un jeune homme qui s'appelle M. Mangione, qui critiquait le fait que cette compagnie d'assurance refuse d'assurer des gens qui aient un passif médical rendant leur dossier un petit peu plus délicat. Et il avait été assassiné en pleine rue à New York par ce jeune homme qui avait prémédité son coup, etc. Et ce jeune homme, il a été encensé par la gauche. C'est devenu aujourd'hui une sorte de héros du folklore rebelle, progressiste, démocrate aux États-Unis, alors qu'en fait c'est un vulgaire assassin, et surtout quelqu'un qui a tué sa victime désarmé d'une balle dans le dos. Au temps des westerns, il n'y aurait eu personne pour défendre un personnage comme ça. Et aujourd'hui, toute la gauche est avec lui, parce que la gauche estime légitime d'utiliser la violence contre des personnages, si ceux-ci agissent
à l'encontre de leurs idéaux. Donc on a un fossé qui est toujours présent et il y a une tolérance nouvelle aux actes extrêmes qu'on n'avait pas aux États-Unis avant. Alors quel regard vous portez aussi sur le bilan économique de Trump, qui avait promis un nouvel âge d'or pour les États-Unis? Où est-ce qu'on en est là, un an après son retour à la Maison-Blanche? Écoutez, tout est en place pour que cet âge d'or advienne. Personnellement, je le souhaite. L'économie, c'est une machine qui fonctionne parfois avec des effets un petit peu à retardement. Quand vous mettez en place des politiques, c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'elles portent leur effet. L'économie est très importante parce qu'en fait, tout le pari politique de Donald Trump repose sur sa politique économique. Toute la stratégie de cette première moitié de second mandat, c'est de mettre en place les éléments qui vont permettre aux Américains d'être plus prospères, d'avoir un travail plus fiable, d'avoir un revenu qui augmente, d'être confronté à des prix qui sont sinon plus bas, au moins pas plus hauts, et en ce qui concerne l'énergie, souvent beaucoup moins cher. Il a mis en place toute une panoplie de mesures pour favoriser la relance économique, et il espère que les effets de ces mesures seront perçus d'ici l'automne, et que les Américains, je dirais, remarqueront inévitablement que sous sa direction, l'Amérique va plutôt mieux que quand elle est dirigée par d'autres. Et certains points de vue statistiques, ça ne fait aucun doute, mais aller convaincre les électeurs, c'est beaucoup plus difficile. Là, si vous regardez les principaux indicateurs économiques, quels sont-ils? L'inflation. L'inflation est en recul. Ça, c'est indéniable. On est loin de l'inflation Biden et les prix de l'énergie ont été divisés pratiquement par 2. On est sur un peu moins de 3% d'inflation, 2,7%. Alors, le dernier chiffre qui est paru, c'est celui du mois de décembre, qui indiquait 2,7 sur les 12 mois écoulés. Sur 2025, oui. Sur 2025. Par contre, si vous prenez la tendance annuelle des 3 derniers mois, on est à 1,6. Donc, on est sur une inflation contrôlée et en baisse. Sachant que les statisticiens considèrent qu'il faut parvenir à 2%. À 2%, on est à un niveau d'inflation où elle n'est pas perçue par le consommateur et même souvent le revenu réel progresse plus vite que l'inflation. Donc 1,6, ce serait parfait. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore, mais techniquement, ils sont en voie de l'être. Le chômage est à 4,7, d'accord? C'est un petit peu plus élevé que ce qu'il pourrait être. Et là, mais ça n'augmente pas, d'accord? Et ça devrait baisser. Ça devrait baisser, pourquoi? Principalement parce que Donald Trump a mis en place un certain nombre d'éléments pour relancer la machine industrielle américaine. Dans certains secteurs comme l'automobile, c'est déjà en place. Dans d'autres secteurs, c'est un petit peu plus lent à se concrétiser. Et puis, malgré tout, Donald Trump a aussi un petit peu dégraissé le mammouth fédéral. Il y a 300 000 employés du gouvernement qui ont été licenciés ou qui ont quitté le gouvernement. Alors certains l'ont peut-être quitté pour la retraite, d'autres l'ont peut-être quitté pour se retrouver sur les chiffres de l'emploi, mais donc ça explique un petit peu pourquoi le chômage n'a pas baissé de manière plus radicale. Troisième élément, l'énergie, qui est à la base d'énormément de production et qui compte beaucoup dans l'indice des prix. Donald Trump a facilité le forage, la production, le raffinage, le transport, le commerce de tous les produits pétroliers, de toutes les énergies fossiles. Ça se voit très clairement sur les marchés internationaux et ça se remarque également aux États-Unis au prix de l'essence à la pompe, qui a baissé pratiquement de moitié par rapport à son plus haut de 2022-2023 et qui a perdu un petit peu plus de $1 au cours de l'année 2025. Et aujourd'hui, dans certains États américains, le prix du gallon, puisque eux c'est 4 litres, est retombé en dessous de $2. Il est à 2,40, il était à 3,80 il y a encore un an ou un an et demi. Donc il y a un recul considérable là-dessus. Sur la question des réglementations, Donald Trump et son administration ont éliminé des dizaines et des dizaines de normes et de règles qui entravaient la capacité d'initiative des entreprises. Ça a toujours un effet à la fois sur le coût de la production et sur, je dirais, l'initiative même des entrepreneurs. Donc ça aura inévitablement un impact économique.
Et puis, sur le plan des revenus, rappelons qu'en juillet, le 4 juillet, Donald Trump a signé la fameuse One Big Beautiful Bill, cette grande loi de programmation qui incluait un certain nombre de baisses d'impôts pour les entreprises, pour les ménages. Quand vous baissez les impôts des entreprises, ça leur permet d'investir. Quand vous baissez les impôts des ménages, ça leur permet de consommer. Les deux éléments participent d'une relance de l'activité économique. Vous avez certains experts aux États-Unis aujourd'hui qui prédisent 5% de croissance ou plus en 2026. Parce que cette 5%. Oui, ce qui est un chiffre énorme, mais cette Big Beautiful Bill, elle doit entrer en vigueur en 2026. Alors oui, mais elle est rétroactive, notamment pour ce qui concerne les impôts. Ça veut dire que vous avez des dizaines de milliers, peut-être même des millions de ménages américains qui, le 15 avril, et plutôt s'ils présentent leur nouvelle déclaration d'impôt, auront des remboursements. Parce qu'il y aura eu un trop payé en 2025, parce qu'ils auront payé 2025 sur des taux qui ne tenaient pas compte de la loi, puisque ça a été fait avant qu'elle ne soit passée. Et à partir de là, ils auront un remboursement de trop payé, 1000, 2000, 3000, 4000 $, et ça aura un impact. Peut-être sur la consommation d'ailleurs intérieure derrière. Oui, et puis aussi, surtout, je dirais d'une certaine façon, sur le pouvoir d'achat. Le mot-clé de l'automne aux États-Unis, en anglais, c'était affordability. Affordability, la capacité à est-ce que les choses sont bon marché ou pas, ce qu'on peut traduire justement par pouvoir d'achat. Donc la sensation aux États-Unis au cours des années Biden et même du début de la présidence de Donald Trump, c'était d'une perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est tragique, je dirais, dans l'univers américain, parce que c'est pas supposé se produire, certainement pas sur le long terme, même pas sur le moyen terme. L'idée, c'est que les ménages américains doivent non pas forcément s'enrichir, mais vivre bien et permettre aux gens qui vont venir après eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, de vivre mieux. Et ce cercle vertueux, il a été brisé. Il a été brisé pour tout un tas de raisons et il s'est transformé en cercle vicieux dans la mesure où non seulement les générations montantes ne parvenaient pas à vivre mieux que celles de leurs parents, mais ils vivaient ouvertement moins bien, et l'avenir était même pire pour les générations à suivre. Donc cette spirale-là, Donald Trump est en train de l'inverser. Ça met du temps à se mettre en place, mais tout le monde sait une chose très très simple, c'est que le système capitaliste, c'est un système productiviste, je dirais plus efficace que n'importe quel autre. S'il faut favoriser les moyens d'expression de ce système, inévitablement, vous produisez de la croissance. Et quand vous produisez de la croissance, en général, vous produisez de la prospérité et des gains de revenus. Donc, tout est en place aujourd'hui. Et il y a un certain nombre d'acteurs de l'administration. Je pense au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui sont très très optimistes sur l'année à venir. On verra quelle est la réalité et à quel moment elle est visible dans les chiffres et surtout perçue par les électeurs. Alors vous parliez du secrétaire au Trésor, on a aussi des tensions fortes entre Donald Trump, son administration, et puis Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Oui. C'est un sujet parallèle et un petit peu différent parce que donc, la Réserve fédérale est une institution techniquement indépendante, financée par les banques, et qui est supposée réguler la monnaie et réguler l'économie parce que c'est elle qui gère les taux d'intérêt. Réguler la quantité de monnaie aussi en circulation dans l'économie. De manière à maîtriser l'inflation et à faire en sorte qu'il y ait toujours les conditions les plus favorables à une économie qui progresse, ni sans aller trop vite, ni sans aller trop lentement. Bon, alors il est évident que pour Donald Trump, ça ne va jamais assez vite. Et donc, lui, il était très très largement favorable à ce que la Réserve fédérale baisse de manière drastique ses taux d'intérêt de base. Jusqu'à il y a quelques mois, ils étaient à 3,5, ce qui est quand même plus que l'inflation. L'inflation était à 2,7, les taux étaient encore à 3,5. Alors ils sont revenus à 3,25 je crois, et il est question qu'il y ait une deuxième baisse à 3, voire une à 2,75. Donald Trump souhaiterait que la baisse soit beaucoup plus sensible que cela, et il n'a pas hésité à faire connaître sa position
au président de la Réserve fédérale, qui est un monsieur qui s'appelle Jérôme Powell. Et malheureusement, il est tombé sur un mur, parce que par définition même, la Réserve fédérale se doit d'être indépendante, justement pour préserver la légitimité de ses actions. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf. Juste avant l'élection présidentielle de 2024, donc l'élection était prévue le 3 ou 4 novembre, et début septembre 2024, le même Jérôme Powell avait réduit les taux d'intérêt d'un demi-point, de manière à favoriser la consommation et la croissance économique à la veille d'une élection, et tout le monde avait jugé que cette décision prise si tard dans le calendrier électoral était beaucoup plus politique qu'économique. Donc l'indépendance de la Réserve fédérale, on peut en discuter. Sur les textes, c'est une institution indépendante et Jérôme Powell est en droit de résister aux pressions du président des États-Unis, mais ça peut créer des conflits. Maintenant, M. Powell va devoir partir parce que son mandat vient à terme. Au mois de mai, je crois. Et d'ici au mois de juin, il sera remplacé par quelqu'un qui sera nommé par Donald Trump, par le président Donald Trump, et qui pourrait être son conseiller économique actuel, qui s'appelle Steve Assent, et qui serait beaucoup plus à l'écoute de Trump que ne l'est aujourd'hui Jérôme Powell, inévitablement. Oui, qui pratiquerait a priori une politique Qui monétaire parlerait accommodante. au moins pour un an, une politique favorable au président en place, oui. Et qu'est-ce que vous pensez, parce que d'ailleurs Jérôme Powell, il y a peu de temps, a fait une intervention parce qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire assez récente pour dénoncer des pressions. À part, mais d'ailleurs, tout le monde voilà, vous avez raison, je vous coupe, excusez-moi, mais vous avez raison, oui. Alors, il est embêté pour plusieurs choses, notamment sa gestion de la rénovation des locaux. Locaux de la Fed à Washington. Voilà. Parce que ça va être payé par le budget fédéral. Rénover le bâtiment va coûter plus de 2 milliards ou 2 milliards et demi. Et il y a d'énormes dépassements de budget. La procureure fédérale de Washington, qui elle-même est une femme, elle s'appelle Jeanine Pirro, c'est une ancienne juge, elle a été nommée là par Donald Trump, et c'est une femme très très loyale à Donald Trump. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'elle mêle à un contentieux politico-économique, où elle donne à ce contentieux politico-économique une dimension juridique qui met un petit peu en doute l'indépendance de la justice. Parce que quand on voit l'opposition entre Trump et Jérôme Powell, et comme par hasard, une juge nommée par Trump, qui arrive pour rajouter des charges contre Powell, on se dit que ces charges ne sont pas innocentes et que là, il y a un détournement de la justice. C'est ce que dit Powell, d'ailleurs. C'est exactement ce que dit Powell, et c'est ce que même disent certains républicains. C'est-à-dire que sur le plan de l'image, c'est pas forcément une bonne idée, et puis surtout, c'est pas nécessaire. Et puis enfin, il y a d'autres garde-fous. Si M. Powell a fait des bêtises, s'il a détourné de l'argent dans le cadre de sa gestion, il pourra y avoir à terme des charges criminelles retenues contre lui. Mais dans un premier temps, vous avez des inspecteurs généraux dont le travail est de s'assurer que les gens qui travaillent avec l'argent public utilisent l'argent public de manière saine, propre et légale. Donc on n'a pas besoin, à ce stade, d'aller placer des charges fédérales, sous forme d'inculpation, contre ce personnage. Il y a d'autres moyens de le faire si on n'est pas d'accord avec sa politique. Et qu'est-ce que vous pensez des observateurs qui estiment que Donald Trump finalement affaiblit les institutions et les contre-pouvoirs aux États-Unis, voire qui craignent une dérive autoritaire de sa part? Est-ce que c'est... Ça, non, j'y crois pas du tout. Alors, le présidentialisme, oui, mais ça, c'est une question qui prédate Donald Trump. Ronald Reagan a renforcé les pouvoirs présidentiels. Richard Nixon, avant lui, avait renforcé les pouvoirs présidentiels. Franklin Roosevelt, dans les années 30, avait considérablement étendu les pouvoirs présidentiels. Quand on regarde la Constitution et l'histoire des États-Unis, c'est un pays qui n'a que 250 ans. Ils vont fêter leur 250e anniversaire cette année, donc ils sont pas très vieux. Et on constate que à la naissance des États-Unis, le Congrès était vraiment l'organe qui dirigeait le plus. D'ailleurs, les États-Unis, avant leur constitution, ont été régis par des textes qui s'appelaient à l'époque les articles de la Confédération. Et du temps des articles de la Confédération, de 1782 à 1789, il n'y avait pas de président.
Il n'y avait même pas de président, il y avait juste un congrès, d'accord, qui évitait que les États se fassent la guerre les uns contre les autres, mais il y avait beaucoup de difficultés à lever des fonds, à mettre des impôts, à diriger le pays, et donc il y a eu ce besoin d'avoir un président pour tout synthétiser, mais dans la Constitution même, l'article 1 de la Constitution, il ne concerne pas le président, il concerne le Congrès. Les pouvoirs présidentiels sont détaillés dans l'article 2, et l'article 3 est considéré consacré au pouvoir judiciaire, et il y en a 4 autres qui sont consacrés aux relations entre le pouvoir fédéral et les États. Donc clairement, le président n'avait pas la primeur, ni même la primauté, et n'était pas du tout cet homme au-dessus ni des lois, ni des autres pouvoirs. Et tout au long de l'histoire américaine, on a constaté une accumulation des pouvoirs par le président, qui, à travers un certain nombre de ses droits, notamment la rédaction de décrets, peut passer outre les autres branches, notamment le Congrès, mais il y a toujours, à terme, une façon de vérifier les pouvoirs du président, que ce soit à travers le pouvoir judiciaire ou à travers le pouvoir législatif. Il ne fonctionne pas forcément, je dirais, à la même échelle et à la même vitesse. Donc les institutions, elles sont toujours là. Et puis vous avez surtout, au-delà de Donald Trump, et ça c'est quand même très important à rappeler, au-delà de Donald Trump, vous avez un état-major républicain, avec des gens qui ont leurs propres ambitions politiques et qui n'ont aucunement l'intention ou l'ambition de transformer les États-Unis et de soutenir une quelconque dérive. Le premier garde-fou contre toute tendance de Donald Trump à aller au-delà de ce que la Constitution l'autorise à faire, c'est son propre entourage. On n'est pas sur une équipe de gens qui sont au service d'un dictateur et qui vont systématiquement faire tout ce qu'il leur dit de faire. Il y a quelques personnes qui n'ont pas, je dirais, d'ambition politique ou de fonction politique, qui sont des acteurs mis là par le président et qui dépendent du bon vouloir du président, mais vous avez aussi énormément d'autres intervenants qui sont soit des élus, soit des cadres indépendants, et qui vont répondre beaucoup plus aux institutions qu'au président tout seul. Donc une dérive autoritaire, je n'y crois pas. Mais un présidentialisme, oui, et ça on l'observe. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'interview, c'est que Trump est plutôt partisan de ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire, donc une lecture, une interprétation de la Constitution américaine, et notamment de l'article 2 dont vous parliez, oui, qui renforce les pouvoirs présidentiels. Et d'un pouvoir qui aille du haut vers le bas, avec un chef qui donne des ordres qui sont exécutés. Maintenant, dans le fonctionnement réel d'un système parlementaire et républicain, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et vous pouvez avoir des éléments qui viennent des niveaux intermédiaires et qui vont vers le haut et qui sont approuvés par le haut, même s'ils n'ont pas été initiés par le haut. Donald Trump, lui, fonctionne plus uniquement du haut vers le bas. Mais bon, après, il a compris qu'il n'était pas tout seul et il sait le respecter. Il sait même s'ouvrir à l'opposition. Là, il y a des petits détails que pas mal de gens n'ont pas forcément encore identifiés, mais nous parlions tout à l'heure de la question du pouvoir d'achat. C'est une question qui a été mise en avant par les démocrates, parce qu'ils savaient que l'administration actuelle étant républicaine, si on mettait le sujet du coût de la vie sur la table, ça pénaliserait les candidats républicains. Et pour les élections intermédiaires à venir du mois de novembre, Donald Trump a parfaitement compris que la question du pouvoir d'achat allait être essentielle. Et sur le pouvoir d'achat, je dirais que les démocrates ont toujours un petit avantage, parce qu'ils vont être plus généreux que les autres pour aider le revenu ou autre d'un certain nombre de ménages américains. Et ce qu'on constate, c'est que dans les derniers jours, Donald Trump a eu plusieurs initiatives qui sont dénoncées par son propre camp, mais soutenues par le camp adverse. Il a par exemple proposé de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Alors si vous avez jamais vécu aux États-Unis, vous savez que les gens vivent à crédit. Et que si vous relevez votre courrier dans votre boîte aux lettres tous les jours, il y a une nouvelle carte de crédit qui arrive. On vous en propose des milliers et on vous donne toujours une ligne de crédit plus ou moins importante. Et ensuite, si vous dépassez cette ligne de crédit, ce que beaucoup de gens le font, vous tombez sur des taux d'intérêt qui sont véritablement usuriers. On n'est pas à 3, à 4, 5, on est à 20, 25, des fois à 29. Enfin, c'est des taux absolument faramineux et qui font que si vous avez le malheur de vous endetter avec l'une de ces cartes de crédit, c'est très difficile de vous en sortir parce que vous payez des taux d'intérêt absolument énormes. Et Donald Trump a donc dit que ces taux d'intérêt étaient excessifs, il fallait les limiter à 10%.
toutes les banques, inévitablement, sont vent debout contre cette mesure, et y compris un certain nombre de gens au sein du Parti républicain, parce qu'ils vont vous dire que cette mesure qui, en surface, elle est destinée à aider les ménages à mieux supporter leur endettement, en fait, elle va avoir immédiatement un effet pervers, à savoir que quand une banque vous fait crédit, elle prend un risque. Et si elle vous charge ce risque à 30%, c'est parce qu'elle sait que parmi 10 personnes à qui elle va prêter de l'argent, il y en a 3 qui ne rembourseront pas. Et donc, elle s'assure de ne pas perdre d'argent en ayant des taux très élevés pour elle-même s'en sortir. À partir du moment où vous limitez ces taux, elle ne prêtera plus l'argent aux 3 personnes les plus risquées. Et donc, en fait, c'est les ménages qui vont être pénalisés par une telle mesure. Et là, on a dans l'approche de Donald Trump une approche de gauche et une approche populiste, simpliste, qui disent les taux d'intérêt sont trop élevés, je vous les abaisse, vous inquiétez pas. Et les banques disent, mais non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, on voit qu'il n'hésite pas à changer de bord et à avoir des initiatives beaucoup plus proches de celles du camp adverse, parce que lui n'est pas un idéologue. Lui, c'est un pragmatique et un réaliste. Et donc, tant que vous ne lui avez pas expliqué que faire baisser le taux d'intérêt, ce n'est pas forcément une bonne mesure, ni une mesure dans l'intérêt des ménages, eh bien, il va soutenir ce type de mesure. Donc, au-delà de sa présidentialisation extrême du pouvoir, c'est aussi quelqu'un qui est très ouvert à l'écoute, et qui certainement est capable de penser, comme on dit dans certains milieux, penser en dehors de la boîte. Personne pense mieux out of the box que Donald Trump. On ne lui en sait pas gré, mais il est doué pour ça. Et comment d'ailleurs l'électorat de Donald Trump a-t-il évolué depuis son retour à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il a réussi à satisfaire les attentes et les espoirs de ses partisans, à garder leur confiance aussi? Alors oui et non. Sur le dossier de l'immigration, 100%. Y compris sur le dossier de l'application des règles. Là, ce qui se passe à Minneapolis, ça scandalise énormément d'Américains. Ça scandalise énormément. Non pas parce que la force fédérale est excessive, mais parce qu'au contraire, il y a des citoyens qui s'opposent à la force fédérale et qui menacent les institutions ou refusent la règle du droit, la règle électorale, l'alternance politique en ce nom. Et ça choque certains. Sur l'économie, je l'ai dit, les ménages américains attendent. Et puis là où il y a quelques tensions malgré tout, qui ont été plus ou moins visibles, c'est sur les questions internationales. Parce que la base MAGA, certains au sein de la base MAGA, estiment que Donald Trump accorde trop d'importance et trop de temps aux questions internationales. Il s'est beaucoup impliqué dans la paix en Ukraine, d'ailleurs pas pour son propre bénéfice, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de paix. Ah, il avait dit à l'époque qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Voilà. Donc ça n'a pas été le cas du tout. Je ne suis pas sûr même... Le dossier a avancé. Oui, le dossier a avancé. Est-ce qu'on est plus proche de la paix? Non, mais le dossier a avancé. Il s'est impliqué dans une dizaine d'autres conflits mondiaux qu'il a réussi à résoudre de manière au moins temporaire. Arménie, Azerbaïdjan, il a fait la paix. Cambodge, Thaïlande, il a fait la paix. Congo, Rwanda, il a obtenu une paix. Kosovo, Serbie, il a obtenu une paix. Il a surtout obtenu une paix à Gaza, qui est une paix ô combien fragile, je dirais, et, vue de l'extérieur, relativement temporaire, mais une paix qui, si elle parvenait à déboucher sur un désarmement effectif du Hamas, pourrait se prolonger considérablement dans le temps et avoir une conséquence extrêmement positive pour la population palestinienne et pour Gaza. Ça reste à voir, mais il a quand même obtenu cette paix-là. Vous avez eu son intervention qui a mis fin à une opposition avec le président Maduro du Venezuela. Vous avez aujourd'hui la situation insurrectionnelle que l'on a en Iran, qui a sollicité beaucoup de son attention, y compris une intervention militaire au mois de juin dans le cadre de la répression du programme militaire nucléaire iranien. Vous avez la question du Groenland, qu'il avait soulevé en 2019, qui faisait partie de ses propositions de campagne, mais qui a pris une dimension également importante. Donc certains Américains au sein du mouvement MAGA estiment que c'est trop d'attention à l'extérieur, qu'il y a des priorités intérieures dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation et d'autres. Et ils souhaiteraient qu'il soit plus présent sur le théâtre domestique intérieur qu'il ne l'a été. Maintenant, je pense qu'il a parfaitement conscience de cela et que ce qu'il souhaitait faire,
c'était justement se débarrasser des dossiers extérieurs la première année pour se focaliser sur les dossiers domestiques la deuxième. C'est une stratégie un peu étonnante puisque les midterms vont arriver cette année. Donc, oui, mais justement, il va se concentrer sur le terrain intérieur maintenant. Il va montrer qu'il est présent et je pense qu'en 2006, on le verra beaucoup plus sur le terrain domestique et sur le terrain des questions sociales, économiques et autres qui sont propres aux États-Unis et un petit peu moins sur les dossiers internationaux comme l'Ukraine, comme peut-être Gaza, l'Iran, on verra en fonction de comment la situation évolue, mais le fait d'avoir résolu un certain nombre de conflits à droite à gauche, bah, ça permet de se dire que voilà, on regarde ailleurs maintenant. La situation est apaisée et donc on peut se concentrer sur d'autres dossiers. Alors, vous parliez de l'intervention américaine au Venezuela où les Américains ont capturé donc Nicolas Maduro et son épouse début janvier. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? Quels étaient les principaux objectifs de Donald Trump? Ah ben là, l'objectif, c'était la capture de Maduro. Et l'objectif, il a été rempli à 100%. Et je rappelle deux choses. Hein. Maduro était considéré par la justice américaine comme un criminel, pas comme un fugitif, mais enfin, il y avait quand même un mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui, et différents chefs d'inculpation qui remontaient à 2020. Il n'était pas le président légitime du Venezuela, et à partir de là, il n'était pas du tout limité, il n'était pas du tout protégé par l'immunité habituellement accordée aux chefs d'État. Je rappelle qu'il y a eu à 2 reprises des élections présidentielles au Venezuela en 2024 et en 2018, dont les résultats ont semblé indiquer que l'opposition avait 2 fois gagné avec 2 candidats différents, et qu'à chaque fois, Nicolas Maduro est parvenu à détourner l'élection et à se maintenir au pouvoir. Et en 2024, les États-Unis ainsi que d'autres États, dont les États de l'Union européenne, ont refusé de reconnaître l'élection. À partir de là, il n'est pas le président légitime de son pays, donc il ne bénéficie pas de l'immunité accordée aux chefs d'État. Il est recherché par la justice américaine. La justice américaine, elle se tourne vers le FBI pour le capturer, et le FBI se tourne vers le département de la Défense parce qu'il se trouve à l'étranger et qu'on a besoin d'avoir une protection militaire pour aller le cueillir. Et donc les Américains ont mis en place cette opération pour aller le capturer. Ils l'ont capturé, ils l'ont amené, ils l'ont inculpé, ils l'ont mis en prison, ils lui ont lu ses droits et l'affaire suit son cours. Et la personne qui était numéro 2 du régime du Venezuela, la vice-présidente, est devenue constitutionnellement la présidente, et c'est avec elle que les États-Unis aujourd'hui gèrent le Venezuela, puisque au-delà de la personne de Nicolas Maduro, il y avait quand même un contentieux entre les 2 pays, autour du pétrole, autour de l'immigration, autour du trafic de drogue, et de certains nombres de questions. Et pour les États-Unis, la personne de Maduro était recherchée bien plus pour son implication dans le trafic de drogue, avec tous les dégâts que cela peut causer aux États-Unis que pour autre chose. Et ce que les États-Unis veulent garantir aujourd'hui, c'est que le gouvernement en place va changer de politique, cesser d'avoir une politique hostile aux États-Unis, qui consiste à laisser rentrer des produits qui après ont pour résultat de tuer des milliers et des dizaines de milliers d'Américains de toutes conditions sociales et de toutes tranches démographiques. Et donc on a au Venezuela la vice-présidente qui a pris le pouvoir et qui va tenter, je le suppose, de mener une forme de transition d'ici à ce que de nouvelles élections puissent être organisées et que le peuple vénézuélien puisse à nouveau choisir ses propres leaders, mais qui en attendant va gérer le pays, je dirais, sous la surveillance, voire le contrôle des États-Unis, qui ne sont pas eux-mêmes présents sur place, mais qui, dans le cadre de leurs principes de politique étrangère, notamment la doctrine Monroe et ses différentes corollaires, se considèrent avoir le droit de faire en sorte que les dirigeants des pays qui l'entourent ne menacent pas sa propre sécurité et assurent la prospérité de leur propre peuple. Doctrine Monroe qui avait été abandonnée par l'administration Obama. Qui avait été abandonnée par l'administration Obama, absolument en 2013, tout à fait, après avoir considérablement évolué au cours du temps. Parce qu'au départ, la doctrine Monroe, c'est une doctrine anticoloniale. C'est une doctrine anti-Europe, destinée à protéger les nouveaux pays, justement latino-américains, qui avaient tous acquis leur indépendance entre 1810 et 1825, et de les protéger contre une recolonisation européenne.
Et puis avec le temps, c'est une doctrine qui a évolué jusqu'à devenir une forme de droit de regard et de droit d'intervention des États-Unis dans l'ensemble de ces pays si leurs dirigeants n'étaient pas capables d'assurer la sécurité et la prospérité de leur propre peuple. Ça, c'est la fameuse corollaire Roosevelt. Et non seulement Donald Trump a rétabli la validité de la doctrine Monroe, mais il a ajouté son propre corollaire avec ce droit d'intervenir pour aller interpeller ceux qui sèment le chaos. Et puis par ailleurs, et c'est le véritable objectif, éliminer aussi tout acteur non hémisphérique de cet endroit. Parce que la doctrine Monroe était une doctrine anti-européenne. Aujourd'hui, les acteurs, je dirais, extra-hémisphériques du continent américain, ce ne sont plus les Européens, ce sont les Chinois. Et au cours des 20 dernières années, on a constaté que la Chine a fait avec l'Amérique du Sud ce qu'elle avait fait les années précédentes avec l'Afrique, c'est-à-dire d'y arriver avec de l'argent, des infrastructures, de construire un certain nombre de ports et autres infrastructures majeures, de le faire à crédit, quitte à prendre le contrôle de ces infrastructures si les pays s'avéraient incapables de rembourser leur crédit. Ça, c'est la technique chinoise. Et la présence d'entreprises chinoises qui, institutionnellement, sont toutes nécessairement liées et contrôlées par le Parti communiste chinois et donc le pouvoir, était considérée comme une menace à la sécurité des États-Unis. Et derrière l'élimination de Maduro et, je dirais, la mise en place d'une forme de protectorat entre les États-Unis et le Venezuela, il y a aussi la volonté de faire en sorte que le Venezuela fasse repartir, et on verra comment ça se produit, un certain nombre d'entreprises chinoises. Et ça, c'est vrai pour le Venezuela, c'est vrai pour d'autres pays. Je rappelle que le canal de Panama, vous avez le canal de Panama, entre l'Atlantique et le Pacifique, vous avez un certain nombre d'écluses qui permettent aux bateaux de traverser, c'est un jeu assez compliqué, et les deux écluses aux deux extrémités atlantiques et pacifiques étaient contrôlées par une compagnie chinoise. Techniquement, c'était de Hong Kong, mais Hong Kong est tombé sous la coupe de Pékin. Et le fait que ces entreprises soient contrôlées par le pouvoir officiel à Pékin a fait que Donald Trump a demandé à ce qu'elles abandonnent leurs concessions et que l'on mette à la place des compagnies américaines, ce qui a été fait au cours de l'année. Et on va observer dans les mois, les semaines, les mois et les années qui viennent, je dirais, une reconquête du territoire sud-américain pour en chasser une certaine présence chinoise au Pérou, en Équateur, au Chili. Il y a un certain nombre de pays dont les propres administrations ont déjà basculé dans un sens beaucoup plus favorable aux États-Unis. Donc on va voir ça se mettre en place tout au long de l'année à venir. Il y a le Brésil d'ailleurs qui, lui, finalement, est plutôt proche de la Chine. Le Brésil, pour l'instant, le Brésil alterne entre des régimes d'extrême gauche, je ne veux pas dire des régimes d'extrême droite, mais je vais quand même dire de droite très conservatrice, et pour l'instant c'est un régime d'extrême gauche, c'est Lula qui est revenu, qui sont totalement anti-Trump. Donc les relations entre le Brésil et les États-Unis sont plutôt tendues à l'heure actuelle, mais la tendance générale sur le continent latino-américain est plutôt celle d'un retour d'administration de droite et plutôt pro-américaine et plutôt ouverte à une forme d'économie de marché. Alors je voulais revenir aussi avec vous sur la question du Groenland qui est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Est-ce que Trump pourrait éventuellement annexer ce territoire s'il n'arrive pas à trouver un accord ? Annexer, j'y crois pas, mais je pense qu'un accord sera trouvé. À quelle échéance, je ne sais pas. Ce qui est très intéressant dans la façon de Donald Trump d'aborder la politique étrangère, c'est qu'on en revient, je dirais, à la longue histoire. Et on comprend qu'on a vécu une forme de parenthèse en pensant que désormais les relations entre les pays seraient régies par la règle du droit, indépendamment de la force, ce qui est une grande naïveté, mais ce qui était tout ce que certains Européens et certains à gauche étaient persuadés, la fin de l'histoire. Et à partir de là, il n'y aura plus de guerre, on parviendra à s'entendre, on discutera, et les petits auront le même poids et le même droit que les grands. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais c'était parfaitement ridicule. On en revient à un rapport de force qui en vérité n'a jamais cessé, et quand on constate le comportement d'un certain nombre d'États,
dont la Chine, dont la Russie, dont la Corée du Nord, dont l'Iran et quelques autres. On voit bien que le droit de la force, il n'a jamais cessé d'être utilisé par un certain nombre de pouvoirs sur la planète. Et là, les États-Unis, eux, notamment le président Trump, est très soucieux de la sécurité des États-Unis. Et il est très soucieux de la sécurité des États-Unis vis-à-vis de deux adversaires majeurs qui sont la Russie et la Chine. Or, le Groenland est une terre qui, certes, techniquement, n'est pas neutre. C'est une province autonome du Danemark et qui est donc liée à l'Union européenne et qui est membre indirect de l'OTAN, mais qui est quand même un immense territoire extrêmement vulnérable, et je dirais, pendant très longtemps, ignoré par son propre propriétaire. D'accord ? Les Danois n'ont pas fait grand-chose pour protéger ou sécuriser le Groenland. À partir de là, les États-Unis s'estiment en droit de demander à prendre en charge ce territoire. Ils l'ont fait pour d'autres territoires et ils ont acheté l'Alaska. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont acheté l'Alaska en 1867, juste après la guerre de sécession, ils ont acheté l'Alaska à la Russie. Ils avaient déjà à l'époque cherché à acheter le Groenland au Danemark. Et les Russes avaient vendu, mais le Danemark n'avait pas vendu. Donc les Américains ont une forme de suite dans les idées, et le dossier groenlandais, ce n'est pas un dossier Trump. C'est un dossier qui est propre à la sécurité des États-Unis, et l'analyse que lui fait aujourd'hui, d'autres l'ont faite avant. Cette analyse, elle est beaucoup plus urgente aujourd'hui, parce que on a une ouverture des voies arctiques maritimes, avec la fonte des glaces qui est quelque chose de relativement nouveau. On a surtout des systèmes de missiles balistiques qui sont installés tout au long du cercle polaire, notamment par la Russie, et qui demandent de la part des États-Unis d'avoir des contrepoids placés. Et si les États-Unis avaient accès à toutes les côtes du Groenland, cela faciliterait grandement leur travail. Et puis, il y a dans ce territoire des richesses minérales et autres qui vont être convoitées par certains. Et Donald Trump dit, avant qu'eux n'arrivent et qu'il soit trop tard, c'est à nous de mettre la main dessus, parce que c'est notre sécurité qui est menacée d'abord. Donc, sachant que ça appartient à un allié, qui est le Danemark, à un État avec lequel les États-Unis sont liés à travers l'OTAN, je ne vois pas une action hostile des États-Unis pour mettre la main sur ce territoire. Je ne les vois pas envoyer des troupes au sol pour envahir ce territoire. D'ailleurs, une immense majorité de l'opinion publique américaine est contre, même au sein du Parti républicain. Par contre, l'ouverture de négociations, un bail à très long terme, la capacité pour les Américains d'investir jusqu'à devenir propriétaires de l'ensemble du lieu, la possibilité aux populations locales d'avoir la double nationalité si elles le souhaitent, ou pas d'ailleurs si elles ne le souhaitent pas. Il y a pour moi tout un tas d'arrangements possibles, et loin d'être une source de conflit ou d'irritation, je pense qu'il y a matière à ce que les Européens, et les Danois en particulier, voire les Groenlandais, tirent profit de ce dossier. Parce que fondamentalement, les Américains sont prêts à acheter ce territoire. Si quelqu'un est prêt à acheter, on vous dit qu'il n'est pas à vendre, je veux bien, mais c'est peut-être que le prix n'est pas suffisamment haut pour qu'il soit à vendre. Sans être cynique, on peut aisément affirmer que tout est à vendre et que c'est juste une question de prix. Et là, les Danois, ils ont en face d'eux un acheteur, et un acheteur très désireux d'acheter, qu'ils le fassent payer. Et qu'ils en tirent profit pour éponger leurs dettes, pour relancer leur propre économie, pour faciliter le développement du Groenland. Pour moi, c'est un dossier qui ne devrait pas être un dossier conflictuel, et je ne le vois pas devenir conflictuel. Maintenant, la méthode Trump est une méthode conflictuelle. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il va vous provoquer, il va vous provoquer, il va vous marcher sur les pieds, il va insister, il va chercher à vous irriter, mais dans la réalité, tout ça, c'est une forme de négociation. Et ce qu'il veut, c'est que vous veniez à lui, que vous admettiez ses arguments, et puis après, on décide d'un prix, et puis tout le monde est content. Oui, il cherche à vous intimider finalement pour faire baisser les prix, pour obtenir un meilleur accord. Même pas baisser les prix, mais pour vous convaincre de changer d'avis. Là, je crois que hier, il y a eu une réunion, c'était hier ou avant-hier, entre J.D. Vance, donc le vice-président, Marco Rubio, le secrétaire d'État, et deux représentants du Danemark, qui étaient la première ministre et je crois le ministre des Affaires étrangères. Et donc ils n'ont même pas parlé de prix, parce que les Danois ont dit « mais vous savez, c'est gentil de vouloir l'acheter, mais c'est pas à vendre ».
Donc si c'est pas à vendre, on n'a plus rien à se dire. Bon, ça s'est pas très bien passé. Ils ont, comme on dit, ils ont admis de ne pas être d'accord. Il y aura peut-être d'autres réunions, et je ne sais pas si ce dossier sera réglé d'ici la fin du mandat de Donald Trump. 3 ans, c'est à la fois très court, même si ça paraît très long, parce que je pense que ce genre de choses, ça peut se débattre. Donc, il est possible que le dossier se débloque. Si demain, le Danemark vous dit, écoutez, on est prêt à considérer une offre de vente, on est prêt à considérer une indépendance du Groenland sous protectorat de l'OTAN, protectorat américain et danois à la fois, qui autoriserait les Américains à être sur place sans l'aide. Bon, pour moi, il y a une mayonnaise juridique à mettre en place qui peut être mise en place. Combien de temps ça prendra, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que les Américains vont continuer d'aller à la charge, surtout si Trump, si après Trump vient un président un petit peu avec la même optique que lui, et un Rubio serait exactement dans la même optique, Vance un petit peu, mais moins, je pense que le dossier va continuer à être mis en avant jusqu'à ce qu'une forme de solution soit trouvée. Mais au-delà de la question du Groenland, il y a des tensions aussi entre les États-Unis et l'Union européenne, notamment sur quelques sujets. On sait que les États-Unis reprochent à l'Union européenne leur politique migratoire. Oui. Ils en parlent assez régulièrement. J.D. Vance, le vice-président américain, avait parlé d'un suicide civilisationnel l'an dernier lors de la conférence de Munich. Là, dans la nouvelle doctrine de sécurité stratégique américaine, il parle de d'effacement civilisationnel, ce qui revient un petit peu au même. Oui. Et deuxième point de discorde, c'est la question de la liberté d'expression et de la censure, puisque les Américains estiment que l'Europe, finalement, censure trop ces réseaux sociaux. Ce qui est important à rappeler, et notamment, vous faites allusion à ça, ça c'est un document formidable, le document sur la sécurité nationale, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui a été publié en novembre, parce que toutes les positions américaines sont détaillées, sont expliquées, leurs politiques et leurs principes sont mis en avant, on comprend très très bien ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, pourquoi ils veulent le faire, et dans le cadre de la relation avec les États-Unis, ce qu'il faut bien souligner, ce que les Européens et les médias en Europe n'ont pas assez souligné, c'est que les Américains veulent travailler avec les Européens. Les Américains veulent une Europe plus forte. Les Américains veulent une Europe réarmée. Les Américains voudraient une Europe unie. Mais une Europe unie et réarmée est d'accord avec eux sur un certain nombre de points. Ce que Donald Trump appelle, c'est un sursaut européen. Et derrière des termes aussi violents que effacement civilisationnel, il y a la volonté d'ouvrir les yeux à certains leaders européens, voire à certaines populations européennes, populations auxquelles on a nié la réalité depuis des décennies, parce que cet effacement civilisationnel, comme on dit, il est le résultat d'une immigration massive incontrôlée. Immigration qui aujourd'hui est devenue de nature à changer la culture et l'âme même de ces peuples européens. En clair, quand Donald Trump vient en France, quand il vient à Londres, quand il voyage en Europe et qu'il regarde autour de lui, il n'a plus l'impression d'être en Europe. L'Europe qu'il voit autour de lui, c'est pas l'Europe que les GIs américains ont libérée en 1945. C'est pas les mêmes populations. Et cette réalité-là que lui voit rien qu'en venant atterrir et passer 2 jours chez nous, c'est une réalité que nos dirigeants européens et nationaux nous ont niée depuis des décennies. Il n'y a pas d'immigration, c'est faux, il n'y a pas d'envahissement. Et en fait, tout le monde le voit, sauf nos dirigeants. Donc nos dirigeants détestent. C'est comme quand vous mettez le nez du chat dans son pipi. Ils n'aiment pas. Les Européens n'aiment pas qu'un étranger vienne mettre sous leurs yeux la réalité qu'eux-mêmes ont niée à leur propre population. Mais Donald Trump ne dit pas ça pour se débarrasser de l'Europe, il se dit ça pour provoquer un sursaut. Et il veut ce sursaut parce qu'il estime fondamentalement que dans la gestion du monde, et il y a une gestion du monde, les États-Unis ont un rôle à jouer, mais ils n'ont pas vocation à être le gendarme du monde, et certainement pas à faire le travail tout seul.
ils n'en ont ni la vocation, ni la volonté, ni les moyens économiques et militaires aujourd'hui. Ils veulent ce qu'ils appellent, et ce qui est clairement désigné dans le document, ils veulent ce qu'on appelle en anglais du burden sharing. Ils veulent partager le fardeau. Ils veulent le partager avec les Européens, dont ils estiment que pendant des décennies, ils n'ont pas payé pour leur propre défense. Ils ont profité de la générosité américaine pour avoir une défense garantie par l'OTAN et pour investir dans un système de santé et de retraite extrêmement généreux et donner la belle vie aux Européens sans se soucier de se protéger de leurs adversaires. Et c'était les États-Unis qui étaient supposés le faire à leur place. Cette période-là, elle est terminée. Et donc Donald Trump le met clairement en avant. Donc il veut des Européens qui prennent en charge leur défense, leur sécurité et qui participent à cet effort commun. Il demande la même chose au Japon. Il demande la même chose à la Corée du Sud. Et ce qu'il voudrait, c'est que tous ces alliés, qui appartiennent malgré tout à l'hémisphère, on va dire, occidental, soient d'accord pour travailler dans le même sens. Et il a du mal à comprendre que du côté européen, on ne voit pas cette réalité. Et il a du mal à comprendre que du côté européen, on laisse les vraies valeurs et la culture européenne être envahies par d'autres cultures, et puis que surtout, on renonce au fondement même de la grandeur de la civilisation occidentale, à savoir la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression pour Donald Trump, elle ne consiste pas uniquement à permettre à la pensée unique de s'exprimer, mais de permettre à toutes les pensées de s'exprimer, y compris celles qui peuvent déplaire. Parce que si on n'est plus capable d'entendre des arguments qui vous déplaisent, c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression. On est déjà dans la pensée unique. Et l'Europe, d'une certaine façon, les institutions européennes fonctionnent dans le cadre de cette pensée unique. Si l'on dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais au contraire qu'elle est néfaste, on peut se faire poursuivre pour discours de haine, ce qui peut vous amener en prison. En Angleterre, ça peut vous amener en prison. Donc les Américains ont raison de mettre en avant certaines dérives européennes sur la liberté d'expression, sur également la façon de gérer la situation migratoire, parce que c'est une vraie menace à la survie, à moyen et à long terme, de la civilisation européenne. Pour moi, ça ne fait aucun doute. L'analyse américaine, elle a le mérite d'être honnête et lucide, même si elle est difficile à entendre côté européen. On a le sentiment finalement que les États-Unis et l'Union européenne ne partagent plus les mêmes valeurs finalement. En tout cas, pas tout le monde, mais vous avez toujours en Europe des gens qui vont avoir la vision du président Trump. Ce problème, il se pose avec l'Angleterre, la France, enfin, les pays de la façade ouest. Mais quand vous allez en Pologne, quand vous allez en Estonie, quand vous allez en Hongrie, quand vous allez en Slovaquie, vous avez vous entendez un discours qui est beaucoup plus proche de celui de Trump. Et en fait, ces populations sont beaucoup plus exposées à la menace, sachant que la menace, malgré tout, ça reste la menace russe, et que géographiquement, elle est beaucoup plus proche de cet endroit-là. Et ces pays étant parfois enclavés et plus au nord et au centre, ont été beaucoup moins exposés à l'immigration que les pays du pourtour méditerranéen. Donc il y a plusieurs Europes. On verra comment l'Europe évolue, mais il y a au sein de l'Europe un certain nombre de gens qui sont sensibles au discours de Trump, et puis il y a au sein des pays, y compris la France, des gens qui sont également sensibles à ce discours et qui en ont fait un argument politique. On verra s'ils parviennent un jour au pouvoir ou s'ils parviennent à être entendus ou écoutés, mais il y a plusieurs Europes dans l'Europe. Et il y a un certain nombre de gens qui ont pris conscience que les institutions actuelles emmenaient l'Europe sur une voie qui n'est pas forcément celle de son salut. D'ailleurs, dans cette doctrine, je crois qu'il est écrit précisément que les Américains comptent cultiver la résistance au sein des nations européennes à la trajectoire suivie actuellement par l'Europe. Donc il y a une volonté quand même d'ingérence, en tout cas d'influer sur les affaires politiques intérieures. Oui, j'irai pas jusqu'au mot ingérence. Mais regarder ce qui se passe, suivre et être plus proche de certains que d'autres, oui, ça fait partie des alliances et ça fait partie du jeu habituel des alliances. Ça ne me choque pas. D'accord. Et sur la Russie, d'ailleurs, aussi, il y a eu un moment, les Américains, je crois, expliquent que pour eux, c'est une importance stratégique de mettre un terme à cette guerre le plus vite possible. Mais le rêve de Donald Trump, c'est d'une hémisphère occidentale qui aille de San Francisco à Vladivostok. C'est ce vieux rêve de la moitié nord
qui reste unie avec, je dirais, des valeurs qui sont issues de la civilisation judéo-chrétienne, des valeurs politiques développées dans la Grèce antique, et qui ont réussi à constituer l'Europe de la Renaissance, qui s'est exportée vers le Nouveau Monde à partir de la découverte de ce territoire-là, et de constituer ce monde unifié, uni par ses valeurs et ses racines culturelles, pour lutter contre tous ceux qui veulent le déstabiliser, y compris le pays le plus puissant en dehors d'eux, la Chine, qui n'a pas du tout la même approche, qui n'a pas la même conception ni de la valeur de l'individu, ni des droits de l'homme, ni des libertés individuelles, ni des libertés politiques, et où là vous avez une véritable, je dirais, rivalité idéologique, où pendant très longtemps l'Occident a agi et a pu être appréhendé comme un tout homogène et cohérent, ce qu'il n'est plus aujourd'hui, ce qu'il n'a pas toujours été. La Russie a toujours eu une place paradoxale. Elle est toujours assise sur deux chaises. Il y a une chaise en Occident, il y a une chaise en Europe, il y a une chaise en Asie. Elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas à faire que les deux chaises deviennent une chaise et qu'elles puissent véritablement rallier un camp. Il y a des périodes de l'histoire russe où elle se rapproche de l'Occident. Il y a des périodes de l'histoire russe où elle s'éloigne de l'Occident. Là, on est sur une période où il y a une méfiance extrême entre la Russie et le reste des puissances occidentales. Méfiance d'ailleurs réciproque, donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais Donald Trump, lui, rêverait de réintégrer la Russie dans ce qu'on appelait à une époque le concert des nations. C'est pas un peu naïf de sa part. L'Europe devienne... C'est naïf de sa part, j'en suis pas totalement convaincu. Pour moi, c'est lié à l'histoire, mais l'histoire fluctue. Donc, les alliances ne sont jamais éternelles, elles sont pas figées, mais je dirais les frontières d'aujourd'hui ne sont pas forcément les frontières de demain. Les alliances d'aujourd'hui ne sont pas forcément les alliances de demain. Et jusqu'à présent, il y avait quand même un fond commun entre la civilisation américaine, la civilisation de l'Europe de l'Ouest, et je dirais même les civilisations slaves d'Europe du centre et de l'Est. Il y avait des troncs communs. L'élément commun, c'est la chrétienté. L'élément commun, c'est des populations qui sont judéo-chrétiennes. Il y avait des juifs en Russie, il y avait des juifs en Europe, il y avait des juifs sur tout le pourtour méditerranéen, il y avait des juifs en France et en Angleterre, et il y a énormément de juifs qui ont émigré aux États-Unis et qui avaient en commun ce socle biblique, la famille, le fait d'être tous à un moment les enfants d'Abraham, ça comptait. Donc il y a eu un moment cette cohérence. Elle n'a pas empêché des dissensions locales, des rivalités régionales, voire des conflits régionaux, mais on avait cette cohérence des peuples. Et ce que Donald Trump voudrait parvenir à recréer, c'est cette nouvelle cohérence des peuples qui sont liés. Et ça, c'est indéniable. Et c'est un lien qui n'est pas partagé par les populations d'Afrique noire, par les populations d'Afrique subsaharienne, qui n'est pas partagé, qui peut l'être par certaines populations, je dirais, du Golfe, ou de l'Est de la Méditerranée, qui sont également, je dirais, des enfants d'Abraham et qui sont liés à cette civilisation. Donc il y a des liens, mais il y a un moment où, géographiquement parlant, le lien n'existe plus. Et simplement, il faut que les pays de ces régions-là retrouvent leur identité, je dirais, originale, ou originelle, et savent cultiver ce tronc commun, plutôt que de se diluer dans une mondialisation qui n'a ni sens, ni cohérence, mais qui profite aux pays qui, eux, savent garder leur cohérence. Et j'en reviens à la Chine. La Chine est un pays unitaire et parfaitement cohérent. Simplement, c'est un pays qui est sous un certain joug, et c'est pour ça qu'il gagne cette unité. Mais c'est une situation qui facilite le travail de la Chine dans sa rivalité avec le reste du monde. Peut-être pour conclure, comment l'Europe, pour vous, devrait se positionner justement face à Donald Trump là, dans les mois et les années qui viennent? Écoutez, l'Europe, elle a deux choses à faire. Elle a à travailler à sa sécurité, elle a à travailler à sa prospérité. Et si elle est capable de faire ça et de se focaliser là-dessus, les choses iront naturellement mieux. Et en faisant cela, elle ira dans le sens de Donald Trump. On en revient à ce document de stratégie de sécurité nationale. L'objectif des États-Unis, l'objectif de Donald Trump, c'est de favoriser la sécurité et la prospérité des États-Unis. Et de tout ce qu'il fait doit être justifié parce que ça renforcera la sécurité ou la prospérité des États-Unis. Et si ça ne le fait pas, ce n'est pas une politique qu'il va mener.
Quant au reste du monde, le reste du monde est capable de gérer ses affaires comme il l'entend, à condition de ne pas menacer les États-Unis. Parce que là, les États-Unis se retourneront contre ce pays-là. C'est ça, la politique des États-Unis aujourd'hui. Je pense que si les Européens appliquent une politique similaire, qui consiste à renforcer leur propre défense pour prendre conscience que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui est garanti automatiquement, et s'ils se remettent à soutenir des politiques qui vont favoriser leur propre essor, l'essor de leur propre population, plutôt que d'aller nourrir celle du tiers-monde en laissant venir des gens de n'importe où qui travaillent dans des conditions parfois indescriptibles et qui renvoient les 2/3 de ce qu'ils gagnent à leur propre famille à l'étranger, parce que c'est comme ça que beaucoup de ces pays parviennent à survivre aujourd'hui. Si l'Europe, elle continue à agir de cette façon, elle va finir par sombrer. Donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre conscience de cette réalité et de retravailler à reconstruire une Europe unie, forte et économiquement prospère. Merci beaucoup pour votre éclairage, Gérald Olivier. Merci à vous, un plaisir.